Lundi 3 décembre 2018, nouvelle semaine et dernier mois de l'année sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du grand rendez-vous. Eh bien, allons scruter le ciel pour la météo de demain. Eh bien, ce soir, avec la carte postale, nous sommes dans le département du Plateau. Bonsoir aux populations de Kpobè. Nous avons 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui, 3 décembre 2018, le monde entier célèbre la journée internationale des personnes handicapées. Avec la rubrique Espère, on revient sur l'insertion professionnelle au niveau de cette couche sensible de la population. Défendre les droits humains, beaucoup de personnes dans le monde entier en ont fait leur cheval de bataille. Comment se mener la plupart de ces causes? À quels risques sont exposés ces défenseurs? On en parle évidemment sur Autant Savoir. La 24e conférence des partis se tient en Pologne cette année. Beaucoup de sujets liés au climat sont à l'ordre du jour. Et avec Amandine Agnambossou et son invité, on revient sur les enjeux. Amandine Agnambossou, qu'on retrouve au journal évidemment, et avec elle, on va faire la présentation des titres. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, dans le 19h45 ce soir, nous parlerons du concept genre et changement climatique. Les personnes à mobilité réduite subissent doublement les effets du réchauffement de la planète. Loin d'être considérées comme des victimes, elles sont des agents de changement. Œuvrer pour la promotion des produits dérivés du manioc, c'est l'objectif de la plateforme Gari. Les initiateurs entendent faire désormais du Gari un label. Et puis le 8e congrès de l'association des pédiatres d'Afrique noire francophone a pris fin ce vendredi. Les participants ont pris des résolutions pour une réduction du taux de mortalité des nouveau-nés, des enfants de moins de 5 ans. Voilà, Amandine Agnambossou, merci à vous. On a hâte de vous retrouver à 19h45. Mais déjà, je sais que je vous retrouve de ce côté-ci pour Nature et Bien-être. Nature et Bien-être, c'est tout de suite. Nature et Bien-être, ce soir, s'intéresse à la COP 24. Vous le savez, mais avant, on suit cet élément. Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP 21 ont décroché le premier accord universel contraignant limitant le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Mais en 2017, Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. C'est un revers après 2 décennies de négociations acharnées pour répartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables.
Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international au premier sommet du développement durable en 1972 à Stockholm. Mais c'est le sommet de la Terre de Rio de 1992 qui constitue l'acte fondateur de la diplomatie verte. C'est là que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est adoptée. Chaque année depuis 1995, une conférence des parties de la Convention, COP en anglais, et qui réunit tous les États signataires, se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Retour sur ce plateau, Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Alia Tivelo. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir autour de la table. À vos côtés, Edmond Sosoukmer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes notre expert COP24 sur ce plateau. Avec plaisir. Donc, avec vous, on s'intéresse aux enjeux. Amandine Agnambossou, quels sont les enjeux? Et quels sont les enjeux, docteur Sosoukmer? Vous savez, la COP Ça, c'est un jeu de 24 ping-pong, hein? qui se tient depuis hier Oui. à Katowice en Pologne regroupe plus de 200 États et gouvernements, Oui. et pour décider de comment le climat va se porter d'ici à la fin du siècle. Mais avant, il y avait eu la COP 21 de Paris, qui a eu la chance d'avoir l'unanimité pour la première fois autour de comment on fait pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc, à Katowice, il sera question de mettre en place la feuille de route dont la rédaction a démarré depuis Marrakech à la COP 22, et donc faire en sorte que tout ce qui doit être fait pour lancer chaque pays dans le chemin d'une évolution écologique citoyenne des pays, que cela puisse se faire. Donc ça, c'est l'enjeu principal De la COP 24. Mais entre Paris, Marrakech, Bonn et maintenant Katowice, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont changé. Les États-Unis qui ont déserté l'accord de Paris entre-temps. Oui, mais vous savez, le président Trump, pendant la campagne électorale, avait dénoncé l'accord de Paris comme étant un frein au développement économique des États-Unis. Est-ce que vous êtes du même avis Donc, je ne suis pas forcément du même avis, parce que l'économie doit se mettre en place dans un environnement éco-climatique maîtrisé. Mais avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, les catastrophes qui frappent les États-Unis, comme si on est en train de demander, la nature est en train de demander au président Trump, mais malgré votre position, regardez ce qui se passe. Donc je pense que la position des États-Unis va évoluer, surtout que le Sénat est tombé aux mains des démocrates. Le président Trump n'aura plus toute la main libre pour engager son pays dans le climato-sceptisme. Et tout récemment, avec l'élection du président du Brésil, nous avons encore une deuxième nouvelle, le Brésil qui refuse l'organisation de la prochaine nouvelle. Oui. Hein? D'abord, il décide de sortir son pays de l'accord de Paris. Et plus grave, il décide aussi de décliner l'offre de l'organisation de la COP 25. Donc cet environnement n'est pas sécurisant. Et quel est l'impact de tous ces retraits-là sur les négociations actuelles en Pologne? Mais vous savez, les États-Unis constituent une locomotive pour l'économie mondiale. Donc sa position tire toujours les autres, qu'ils le veuillent ou pas. Donc même si beaucoup de pays n'ont pas encore décidé de sortir de l'accord, la position américaine influence leur assiduité vis-à-vis de tout ce qu'on doit décider. Est-ce qu'on aura encore d'autres pays qui vont se retirer? Parce que là, les pays européens, pour le moment, sont toujours dans l'accord de Paris. Ce n'est peut-être pas souhaitable. Je ne souhaite pas cela.
Et pour le monde entier, on ne peut pas souhaiter ça. C'est peut-être l'argument, hein? C'est peut-être l'argument parce que quand on dit que face à l'économie, face à une économie qui est peut-être défaillante, il faut choisir, on préserve le climat ou on va vers l'économie. Si beaucoup d'autres États sont confrontés à ce choix catégorique, est-ce que ce ne sera pas plutôt la position de Donald Trump qui va prédominer au niveau de ses chefs d'État? Non, mais le président Trump a un objectif. Il a trouvé son pays dans un état économique un peu moyen. Et il s'est fixé un objectif que d'ici à 4 ans, donc sur son premier mandat, qu'il puisse mettre les signaux vers le vert. Donc, une fois qu'il aura atteint cet objectif, il va redevenir climato-optimiste. Vous êtes sûr? Mais je pense puisque les événements qui se succèdent, vous voyez, les tempêtes, les ouragans, les incendies, et tout ça, ce sont disons, des reliquats, ce sont des fouets que la nature nous donne. Et on ne peut pas rester pessimiste à ça, on ne peut pas rester sourd à cela. D'accord. Surtout que l'Organisation mondiale de la météorologie tire la sonnette d'alarme dans son dernier rapport. Qui est sorti le 28 novembre dernier, 2018, pour dire qu'il n'y a rien à faire, notre continent, si rien n'est, notre planète, si rien n'est fait d'ici à la fin de ce siècle, on sera autour de 3 degrés de réchauffement. Mais normalement, la conférence des parties, c'est trouver une solution au réchauffement de la planète. Mais on a l'impression que le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, tout ça n'a servi qu'à une augmentation plutôt de la température. Ben, vous savez, chaque pays, une fois qu'ils ont signé l'accord et qu'on n'a pas mis en place le document qu'ils appellent le rule book, c'est-à-dire le livre des règles, pour dire quelles sont les actions que chaque pays mène. Comment est-ce que chaque pays finance ses actions et de manière à pouvoir évaluer, pour voir les avancées, les obstacles, les choses à redresser, tout ça. Une fois qu'on n'a pas encore ça, chaque pays reste à son niveau de départ pour dire je continue en attendant qu'on mette en place quelque chose pour me contrôler. Amandine Agnambassou, si vous permettez, mais moi je me demande, même si on dit que l'État est une continuité, à chaque fois, puisque ce n'est pas les mêmes chefs d'État qu'on a à chaque COP, est-ce que cela aussi ne fragilise peut-être pas cet accord? Parce qu'aujourd'hui, on a un président comme Donald Trump, on a d'autres présidents au niveau du Brésil qui est climato-sceptique. Autant de possibilités. Si à chaque fois qu'on a un nouveau chef d'État, il faut revenir sur un accord qui a été pris au préalable, est-ce que cela aussi ne fait pas partie des enjeux? Il faudrait peut-être qu'ils en discutent aussi. C'est tout à fait sérieux, parce que si l'orientation du pays doit changer avec l'arrivée d'un nouveau président, il va de soi que les engagements pris par le précédent soit retouché par celui qui arrive. Mais le climat est beaucoup plus sérieux. Ce n'est pas une question liée aux États-Unis seulement. Les Américains ne peuvent pas décider de créer un climat pour les États-Unis. Un microclimat américain. Bon, vous voyez, donc c'est pour cela que tous les pays doivent s'entendre pour dire sur le minimum. Et le minimum a été obtenu à Paris avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, si on n'avait pas eu un président comme Donald Trump aux États-Unis, peut-être qu'on serait très avancé dans la mise en place du livre des règles et maintenant évaluer comment chaque pays s'engage et surtout pour nos pays africains qui ne contribuons que pour 4% seulement. Mais qui en faisons les frais aussi. Vraiment, on paie beaucoup plus. Et nous subissons. Et dans l'accord de Paris, il a été retenu qu'il doit avoir un financement climat. Qui n'est toujours pas disponible. Malheureusement, le financement climat que les pays africains attendent pour financer leur adaptation aux effets du changement climatique, ce financement climat-là est orienté un peu autrement aussi. On oriente ça par rapport aux éléments de pollution. D'accord. Vous voyez? Or, nous ne polluons que pour 4%. Et dans ce contexte, quelle position les Africains, la délégation africaine présente en Pologne doit défendre? Est-ce qu'on y va d'abord en rang uni ou en rang Depuis quelques années, c'est comme ça. Bien sûr, il y a toujours un porte-parole pour l'Afrique. Non, l'Afrique est assez structurée. Maintenant, à Paris, au départ, c'était pas comme ça. Pour aller dans les COP, et l'Afrique se met encore avec d'autres pays.
il y a le groupe africain plus la Chine, le groupe africain plus un autre pays, ainsi de suite. Vous voyez, puisque les objectifs sont presque les mêmes, donc ils s'entendent. Mais Ce que les Africains défendent, ce que les Africains défendent actuellement à la COP24, c'est le financement de l'adaptation. Ils demandent de porter à 100 milliards d'euros d'ici 2020. Oui, d'ici à 2020, Est-ce que c'est doit possible? Pouvoir mettre sur la table 100 milliards pour financer l'adaptation. Non pas pour financer la réduction de la pollution, parce que nous, on ne pollue pas, nous ne contribuons pas au changement. Oui, mais pendant longtemps, on a parlé du pollueur-payeur. Est-ce que ce principe-là est appelé à perdurer? Non, mais ça, c'est pour nous au Bénin. Nous avons une loi qui est appelée loi pollueur-payeur. Et cette loi est bien appliquée. C'est très bien appliqué lorsque le ministère du cadre de vie fait les campagnes pour voir votre automobile, quel est son état à travers l'analyse des gaz. Mais si le véhicule est vraiment un véhicule pollueur, on vous fait des taxes. Ça se fait aussi au niveau de Centre national de sécurité routière. Donc, je pense que la question du climat est une question très sérieuse. Et on doit travailler, on doit même prier pour que l'arrivée des présidents, le changement de président n'influence pas. Et parlant de présidents, on les a invités aujourd'hui pour le sommet des présidents. Mais très peu ont confirmé leur arrivée et très peu se sont déplacés. Est-ce que ça ne démarre pas de façon... Oui, ça fait partie des difficultés. Moi, je vois que c'est l'une des difficultés qu'il faut commencer par gérer. Parce que les experts pays sont en train de travailler sur la COP24 depuis plus de 2 semaines, disons même depuis près d'1 mois. Voilà. Ils ont fait le travail intellectuel. Et les présidents devraient normalement... Les présidents tiennent la COP politique. Tout ce qui est retenu au plan expert doit pouvoir être rendu opérationnel par les chefs d'État. Et quelles sont vos attentes alors par rapport à cette COP24? En 30 secondes. Oui. Merci beaucoup, mais je m'attends à ce que le livre des règles qui était en cours d'élaboration depuis Marrakech puisse finalement être adopté. Et que chaque pays, pour les pays qui sont encore ensemble dans cet accord, puisse s'engager dans la route pour que nous ne subissions pas les 3 degrés d'ici à la fin du siècle. Voilà. Agnès Bello, il faut dire que le docteur Sosokpa est notre expert COP24 sur le grand rendez-vous. Donc, on sera encore avec lui le vendredi et ça, la thématique dépendra de l'évolution de la discussion. D'accord. Alors, on prend rendez-vous pour vendredi, mesdames et messieurs. Vendredi, on parle encore COP24 avec notre expert à nous sur le grand rendez-vous. Edmond Sosokpa, c'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Place à présent au prochain plateau, Autant savoir. Voilà, avec mon invité sur ce plateau, dans Autant savoir, on s'intéresse à l'handicap et à l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, il faut lever les barrières et nous recevons pour vous Paul Ayamou. Paul Ayamou, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir chers amis téléspectateurs de BB24. Alors, vous êtes une personne handicapée, mais vous n'êtes pas que ça. Aujourd'hui, sur ce plateau, vous portez la voix d'une association qui lutte justement pour les droits des personnes handicapées. Déjà, dites-nous, aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Est-ce que vous, en tant que personne handicapée, vous avez l'impression d'être comme tout le monde et d'avoir les mêmes chances que tout le monde? Merci. La personne en situation de handicap est une personne à part entière et non entièrement à part. C'est une personne à besoins spécifiques. Il suffit seulement de doter cette personne de ce dont il a besoin et vous le verrez plus actif que vous. Et il faut dire qu'il y a des prix Nobel qui sont personnes handicapées, qui sont même des personnes polyhandicapées. C'est-à-dire que la personne en situation de handicap est capable de réaliser le développement, est capable d'être acteur plein potentiel du développement. D'accord. Et pourtant, aujourd'hui, l'accès à l'emploi pour les personnes handicapées n'est pas toujours évident. Dites-nous un peu, pour vous,
Est-ce qu'une personne handicapée devrait quémander l'emploi? Parce que d'aucuns nous diront que c'est presque comme si on mendiait un emploi. Malheureusement, je vous dirais non. Une personne en situation de handicap, permettez que j'utilise ce terme parce qu'une personne handicapée, c'est autre chose. Si, si. Une personne en situation de handicap ne doit pas mendier un emploi, ne doit pas quémander l'emploi parce qu'elle a subi les mêmes formations que les personnes dites normales. Vous savez, je suis personne en situation de handicap. J'ai fait les cours primaires, les cours secondaires et les cours universitaires. Je suis actuellement en 3e année de thèse à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement d'Abomey-Calavi. Je suis avec mes confrères qui ont, moi je suis malvoyant par exemple, qui ont les 2 yeux au point, qui se disent aussi chercheurs, mais quand nous rendons ce que nous avons eu sur le terrain, je crois que mon devoir n'est pas traité autre et puis n'a pas autre valeur que ce qu'ils fournissent comme effort. Donc dire que demander un emploi pour personnes handicapées, c'est ce qui doit être, c'est faux, parce qu'elle a la pleine potentialité de faire valoir ce dont elle est capable et peut être acteur du développement. D'accord. Alors, en dépit de toutes ces potentialités-là dont vous nous parlez sur ce plateau, aujourd'hui encore, le taux d'insertion professionnelle au niveau des personnes en situation de handicap est extrêmement bas. Comment on l'explique? Non, je ne parlerai même pas d'extrêmement bas comme vous. Je dirais que c'est un coup d'éclair. Et il faut attendre des sursauts de compassion ou des sursauts d'assistance pour avoir des personnes employées dans le rang des personnes en situation de handicap. C'est ce qui a été jusque-là. Le nombre de ceux qui sont là, c'est des standardistes, c'est des enseignants qui ont bénéficié, par exemple, du reversement passé, ou c'est des gens qui ont été recrutés sur concours spécial, comme mon frère, comment il s'appelle, Julien Fonton, qui était... Voilà. Non, il mérite que nous donnons des exemples clairs et palpables pour que nous soyons bien entendus, bien compris de nos auditeurs. D'accord. Déjà, quand on dit lors des concours qu'il faut être une personne apte physiquement, est-ce que pour vous, cette phrase-là déjà, elle limite une personne en situation de handicap? Écoutez, une personne apte à faire ci, apte à faire ça. Vous savez, l'aptitude est fonction de ce que nous avons comme emploi, de ce que nous avons comme emploi à offrir. Demander aux personnes en situation de handicap ou bien à mobilité réduite d'être policier républicain, c'est trop lui demander, ce n'est pas de son genre et lui aussi ne s'améliorera pas sur ce terrain. Mais quand vous allez demander à une personne en situation de handicap d'être journaliste comme vous et qu'il ait aussi cette formation en amont, souffrez ou bien acceptez que celui-là fasse ce métier comme vous. En dehors de ça... Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est ceux qui sont déjà dans la corporation qui ont du mal à accepter des personnes en situation de handicap qui auraient peut-être le même profil qu'eux? C'est le regard de la société. Pourquoi jusque-là, on a un taux d'insertion qui est quasiment faible selon vous? La raison se situe à plusieurs niveaux. Vous savez, le Bénin a un bon arsenal juridique en matière de loi pour personnes en situation de handicap. Déjà, notre constitution du 11 décembre 1990 dit long sur le traitement à avoir pour les personnes en situation de handicap. Et il y a aussi d'autres lois et d'autres traités internationaux qui ont été ratifiés par le Bénin, tels que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, que le Bénin a ratifié. Mais est-ce qu'il suffit d'avoir un arsenal juridique si sur le terrain, on n'a pas l'impression que ça impacte le quotidien de ces personnes-là? J'en venais là, justement, journaliste. Et il manque une volonté politique. Il manque une volonté politique parce que, par exemple, le Cameroun n'a pas attendu ratifier la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées pour embaucher 250 personnes en situation de handicap en 2011 dans le giron public de l'État. Et le Togo, tout près ici, qui bénéficie ou bien qui
malheureusement connaît la même situation économique que nous, a dépassé cette question et intègre systématiquement ces personnes handicapées dans le tissu fonctionnel de l'État. Le Niger est même plus en avance que ça. Ils ont connu déjà un ministre de la Justice, un président de la Cour suprême, personne handicapée de la vue. Donc, c'est bien poussé. Et puis au Rwanda, au Parlement rwandais, il siège 2 personnes en situation de handicap pour traiter des questions spécifiques à ce secteur. Voilà. Donc, pour vous, déjà, hein, les pays de la sous-région, les pays qui nous entourent, ont levé les barrières. Aujourd'hui, on demande au Bénin aussi de lever les barrières pour améliorer l'insertion professionnelle au niveau des personnes en situation de handicap. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Pour y arriver, insérer la personne en situation de handicap, c'est d'abord asseoir l'employabilité, c'est-à-dire définir les critères d'employabilité. La Côte d'Ivoire, redéfinir alors. Redéfinir les critères d'employabilité oui. Et lever des barrières, sinon je parlerai de préjugés qui entourent la personne en situation de handicap. Vous abordez ce volet. Vous aviez abordé ce volet en situant le problème à plusieurs niveaux. Et puis, je répondrai dans le temps, si vous m'aviez fait l'occasion, que le problème est complexe et ça occupe plusieurs volets. C'est à la fois notre société qui confine, envoie la personne handicapée au carreau, dans les chambres, etc. Ce sont là les coutumes. Et aussi, ce que le Bénin a comme défi face à l'emploi des jeunes aussi, fait que la personne en situation de handicap est reléguée au rang dernier. Il faut pouvoir insérer les jeunes avec tout l'effectif de diplômés qu'on a, oui. etc. Est-ce qu'il faudrait des mesures spécifiques, justement, des mesures spécifiques, aux personnes en situation de handicap? Absolument, oui. Qu'on décrète peut-être un quota, si on doit recruter 20 personnes, qu'on dise au nombre des 20, on veut 2 personnes en situation de handicap. Nous demandions ça à une réunion interministérielle, parler de reversement parce que la personne en situation de handicap capable d'être insérée dans la fonction publique ou en tout cas dans le tissu économique, ce n'est pas un nombre important. Donc on peut parler d'un reversement, on peut parler d'une approche quota. Non, mais il faudrait aussi que ces personnes en situation de handicap aient les compétences requises. Est-ce qu'il faudrait juste faire du favoritisme parce que c'est une personne en situation de handicap? C'est ce que nous refusons aussi. On ne peut pas être embauché pour être embauché. Il faut pouvoir attester des compétences qui sont inhérentes au poste voulu. Donc la personne doit remplir des critères donnés pour accéder à un emploi donné. Est-ce que vous voyez? Donc il y a aussi cette histoire de discrimination positive. Il n'y a pas que l'État qui recrute, il n'y a pas que la fonction publique. Il y a le privé aussi. Il y a le privé. Mais là, ce sera un plaidoyer. Quand vous parlez de préjugés il suffit de créer les conditions. Vous réduisez par exemple la taxe d'une société et puis vous lui dites, vous embauchez les personnes en situation de handicap pour en bénéficier davantage. Et vous verrez s'il ne va pas s'aventurer sur ce terrain. Ailleurs, c'est ça. En France, c'est ça. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Pour accompagner l'absorption au niveau de l'emploi. Et il est même prouvé que ceux qui ont bénéficié de cet atout d'avoir personnes handicapées dans leur rang ont eu une croissance de leur chiffre d'affaires parce que la personne en situation de handicap, vous savez, n'est pas aussi distrait que celui qui a une pleine potentialité, sinon une pleine mobilité. Il a une capacité de concentration beaucoup plus élevée. Beaucoup plus aisée, je dirais. Pendant que vous regardez par exemple par la fenêtre, lui, il est concentré sur son emploi. Merci. Et c'est ce qui a fait que j'ai été toujours meilleur dans mes classes. D'accord. Voilà. Alors, ça fait du bien que vous en veniez justement au parcours parce que l'État perd énormément, c'est-à-dire on perd énormément pour pouvoir former toutes ces personnes en situation de handicap et à la fin, on n'arrive pas à les absorber. Est-ce que ce n'est pas un système de 2 poids, 2 mesures? Comment est-ce qu'on peut justement véritablement accompagner ces personnes en situation de handicap? Écoutez,
Le Bénin a beaucoup fait en matière d'éducation, en matière de formation des personnes en situation de handicap. J'étais surpris que la Côte d'Ivoire, qui a réussi l'insertion professionnelle, peine encore à assurer une pleine éducation, à assurer une pleine formation de ses citoyens en situation de handicap. Donc dire que en matière d'éducation, il faut encore forcer les choses, on dira qu'il faut renforcer les choses à ce niveau. Maintenant, c'est en matière d'insertion socio-professionnelle qu'il faut accompagner. Il y a un florilège de projets actuellement en cours pour l'emploi des personnes handicapées. Mais souvent, on parle d'autonomisation des personnes handicapées. Ce n'est pas forcément un emploi, comme on le dit, peut-être le fonctionnariat. L'autonomisation, c'est déjà une forme d'emploi. Bon, quand nous parlons d'autonomisation des personnes handicapées, c'est par rapport à sa mobilité, c'est par rapport aussi à sa bourse. Et quand nous parlons de sa mobilité, c'est l'appareillage, soit la canne blanche pour déficience visuelle, l'orthèse ou la prothèse pour les déficiences la déficience physique. Je parle de nos amis. Mais est-ce que pour vous, la mobilité aussi entre en ligne de compte pour l'employabilité? Absolument. Pour venir ici, il faut que l'endroit me soit accessible. Il faut venir à un service, il faut que l'endroit soit accessible. Et non seulement ça, il faut le matériel accessible. Moi, par exemple, je suis déficient visuel, je suis aveugle, c'est ça, malvoyant. Il me faut, par exemple, pour mon ordinateur, un logiciel vocal. Et puis, ça existe. Il faut créer cette condition pour que la personne soit entièrement active. Et puisse travailler dans les meilleures conditions. Meilleures conditions et rendre autant que se peut. D'accord. Merci à vous, Paul Ayamou. Nous rappelons que vous êtes responsable d'association pour personnes en situation de handicap. C'était un plaisir d'avoir eu à échanger avec vous sur ce sujet handicap et insertion professionnelle. Nous exhortons donc tout le monde à lever les barrières. C'est des personnes comme vous et moi qui sont à même de pouvoir exercer l'emploi qu'on leur confie, cela évidemment en fonction de leurs compétences. Nous passons à présent à la dernière rubrique du grand rendez-vous, l'expert. Voilà, aujourd'hui on s'intéresse à la défense des droits humains. Nous avons des personnes qui ont décidé justement de défendre les droits des autres, mais à quel coût? On s'intéresse à cela avec Fidèle Kikan. Fidèle Kikan, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Pas toujours évident de vous avoir, mais c'est déjà bien de savoir que vous répondez quand vous pouvez. Vous avez le secret de me mobiliser. D'accord. Alors avec vous, on s'intéresse justement aux droits de l'homme. Aujourd'hui, vous, en tant que, comment dirais-je, représentant de Amnesty Bénin, ici sur ce plateau, dites-nous, être défendeur des droits de l'homme, est-ce qu'il y a un risque? Je dirais d'abord qu'il ne faut pas voir ça comme un risque. C'est une chance, c'est un honneur, c'est une noblesse de pouvoir être investi de la tâche, de pouvoir porter l'injustice faite aux autres et à l'autrui comme une affaire personnelle. Mais il faut dire que la notion de défenseur des droits humains a beaucoup évolué. Notamment à travers la Déclaration des Nations Unies en 1998, où on reconnaît toujours la catégorie de personnes spécialisées pour défendre les droits et pour promouvoir les droits, mais il y a aussi une ouverture, et c'est justement dans cette ouverture que les corporations ou des personnes comme les journalistes, les avocats, les syndicalistes, les opposants dans une certaine manière sont incorporés et compris, acceptés comme défenseurs des droits humains, pour peu que ces personnes n'appellent pas à la violence, à la discrimination ou n'en fassent pas simplement l'apologie. Donc, je disais c'est une noblesse, mais c'est vrai que de plus en plus, nous réclamons les droits humains en face des pouvoirs qui de plus en plus sont devenus surpuissants, oppressifs, prédateurs des libertés fondamentales. Et donc, dès lors que cela est comme ça, ce qui devrait être une aide au pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre les engagements internationaux devient une lutte et même une confrontation souvent périlleuse pour les défenseurs des droits humains, parce que nous n'avons pas la police, nous n'avons pas les militaires, nous n'avons pas les armes,
nous n'avons que notre bouche, nos yeux, nos oreilles pour dénoncer et pour défendre. Alors, ce qu'on a toujours reproché aux défenseurs des droits humains dans beaucoup de pays, c'est justement beaucoup de discours. Aujourd'hui, on demande à aller au-delà du discours. Est-ce que c'est possible pour un défenseur des droits humains d'aller au-delà du discours? Comment vous faites justement pour faire la promotion de ces droits humains-là sur le terrain? Non, c'est réducteur de dire que nous sommes au discours parce que déjà, le défenseur spécialisé, c'est quelqu'un qui est formé, donc qui se forme, qui s'informe. Et la méthode principale, la première méthode de travail d'un défenseur, c'est la recherche. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une démarche scientifique pour pouvoir être convaincu de ce pourquoi on veut agir. Parce que s'il y a un verbe qu'on conjugue le plus, c'est cette personne qui agit pour promouvoir et défendre les droits humains. Donc nous ne sommes pas qu'au discours, le discours vient même après. C'est quand on est convaincu de ce que nous voulons dire que nous commençons à, si vous voulez, dénoncer et donc à parler. Et nous sommes aussi sur le terrain. Vous savez, c'est d'ailleurs ça qui rend périlleux notre travail parce que souvent on est obligé de descendre dans la rue, souvent on est obligé d'aller rencontrer des personnes, souvent on est obligé, à notre corps défendant, vous avez vu votre collègue Hamal Khashoggi, il savait très bien ce qui allait lui arriver, mais pourtant il s'est rendu à ce consulat, même si c'était à titre privé. Voilà, donc nous allons vers la confrontation, mais une confrontation pacifique. Une confrontation pacifique, est-ce que c'est seulement c'est seulement ça le risque justement pour un défenseur des droits humains? Alors, si défendre les droits des autres et se retrouver privé de ses droits, c'est un peu cocasse. Justement. Les risques sont énormes malheureusement. Les risques sont d'abord législatifs. Vous savez, ces pouvoirs liberticides, ces pouvoirs de plus en plus libéraux et autocrates qui se mettent en place, deviennent aussi très futés dans leur manière de pouvoir restreindre l'espace civique et d'étouffer les voix dissidentes. Et puisqu'ils savent que les défenseurs des droits humains se basent sur les conventions et notamment sur la loi, il y a maintenant un cynisme qui pousse les pouvoirs de plus en plus à aller visser au niveau même de l'appareillage au niveau de l'arsenal juridique ces espaces dans lesquels les défenseurs des droits humains doivent ça fait que vous êtes beaucoup plus limité dans vos actions. Donc, quand on interdit, par exemple, les manifestations pacifiques, ou quand on les dévie vers un régime, disons, d'autorisation, alors que ça devait être un régime déclaratoire, c'est un problème. C'est le cas, par exemple, de notre pays. C'est-à-dire que la pratique nous amène de plus en plus à nous saborder au bon vouloir de l'autorité qui autorise ou qui peut refuser une manifestation, alors que nous sommes dans un régime où il suffit simplement que le manifestant ou l'organisateur d'une manifestation pacifique aille déclarer. Il y a aussi... Donc, si vous permettez, chaque pays avec ses particularités, comme vous le dites si bien, chaque pays a ses particularités, mais c'est aussi aux défenseurs des droits humains de savoir comment s'adapter tout en préservant leurs droits. Les lois doivent répondre aux fondamentaux, aux valeurs et aux principes universellement reconnus pour un pays de droit. Et dans un pays de droit, les manifestations pacifiques ne devraient pas être restreintes. Or, de plus en plus, nous avons des lois qui restreignent arbitrairement. Et donc, c'est ces lois qu'il faut attaquer. Et malheureusement, en attendant d'attaquer ces lois, nous avons en face des pouvoirs qui appliquent ces lois et donc qui peuvent interdire. Et quand ces lois sont bravées, qui peuvent appréhender des personnes qui, normalement, sont simplement en train d'exprimer leurs droits constitutionnels, leurs droits concédés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'autre chose dont les défenseurs des droits humains sont victimes, par exemple, c'est les questions d'accès à Internet. Internet est en train d'être réduit, restreint ou alors censuré. Et je ne vous parle pas de Taspa Memo ici, mais ailleurs c'est encore plus musclé. Ce qui est sûr, si le Bénin veut se dédouaner, il va falloir qu'au-delà de Taspa Memo, la dernière décision, par exemple, si vous permettez, Fidèle Kikan, moi j'aimerais déjà comprendre, quand on a tout ça en place, que fait le défenseur des droits humains pour pouvoir toujours continuer à défendre ces droits-là? Parce qu'avant, il faut le dire, les premiers défenseurs des droits humains n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de loi, ils n'avaient rien de tout ça. Et les plus grandes décisions, les plus grandes conquêtes justement de ces droits humains se sont faites au détriment de ces personnes-là qui y ont consacré même leur vie. Vous avez totalement raison. Sauf que les pouvoirs que nous avions eus dans le temps, même s'ils étaient liberticides, étaient beaucoup plus scrupuleux. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ouvrir le feu comme ça, sinon Martin Luther King aurait été assassiné beaucoup plus tôt.
D'accord. C'est dit Mais qu'aujourd'hui, à la fin, il a été- nous avons des pouvoirs plus cyniques et plus violents tout de suite. D'accord. Et donc, c'est justement dans ces recherches de contournement que nous avons eu le printemps arabe à travers les réseaux sociaux. Et depuis le printemps arabe, les pouvoirs ont compris que les réseaux sociaux étaient devenus un canal de communication et de contournement de la confrontation avec la police. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont déplacé maintenant leur appareil d'érosion des libertés vers justement D'accord. le contrôle des réseaux sociaux. La restriction des réseaux sociaux, c'est une autre chose. Mais le contrôle, c'est tout un autre. D'accord. Quand par exemple notre ministre des Finances... On va éviter, si vous permettez, D'accord, ok. on va éviter d'épiloguer sur un épiphénomène, Autre- tout ce qui s'est passé. On revient, si vous permettez bien, moi j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à cela. Il y a un système qui veut qu'on fasse des pétitions. On vous envoie par WhatsApp ou bien sûr d'autres réseaux aujourd'hui, signer telle pétition pour la libération de tel, signer telle pétition pour le vote de telle loi dans tel pays. Est-ce que ce système aussi fonctionne? Parce qu'il nous reste à peine 2 minutes Ça là. fonctionne très bien. La preuve est que à la chute de ces pétitions, souvent, vous avez des personnes, vous avez des résultats très heureux. Parce que, aussi cynique que soient les pouvoirs, ils n'aiment pas qu'on leur fasse aussi de la mauvaise presse. Or, quand on mobilise les sympathisants des droits de l'homme pour signer une pétition d'abord... Comment est née cette idée d'ailleurs, hein? Je me suis toujours demandé qui a été la première personne à avoir lancé l'idée d'une pétition internationale. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez même impacter quelqu'un qui est, je sais pas, en Turquie ou dans un autre pays. Je ne peux pas remonter dans le temps, effectivement, pour ça, mais je sais que Amnesty, par exemple, est né dans ce contexte-là où on a appelé à ce que tout le monde se mobilise sur un cas. Ça permet que les cas qui devraient être cachés soient connus. D'accord. Et en même temps que beaucoup de personnes se mobilisent sur ces cas, et ça accroît, in fine, la pression sur les pouvoirs et qui les font reculer. Il y a des pouvoirs qui résistent, mais souvent ils ne résistent pas pour longtemps. D'accord. Ma dernière question, je serais de savoir justement la place des défenseurs des droits humains, c'est aux côtés des pouvoirs publics ou en face des pouvoirs publics? Les deux. Parce que parfois, Les deux. la limite est vite franchie. Les défenseurs des droits humains sont force de proposition alternative au D'accord. pouvoir Ils public. sont censés aussi comprendre alors. Sont une sorte de pense-bête, de mémoire au pouvoir public pour leur rappeler leurs engagements. Si, si. Mais quand ces engagements ne sont pas de façon entêtée respectés, le défenseur reste aussi aux côtés des victimes D'accord. et des co-victimes pour pouvoir rappeler à l'État que nous sommes solidaires des droits violés et nous réclamons au nom des victimes. C'est pour ça d'ailleurs que l'autre nom qu'on nous donne, c'est la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, mais justement, hein, ce qu'il faut, et ce qui est recommandé, c'est toujours promouvoir le dialogue et éviter de tomber dans la confrontation. Mais dans d'autres pays, on se rend compte que le premier outil dont disposent ces défenseurs des droits humains, c'est d'abord la confrontation. Non. Il faut y revenir. Non, aussi. il faut faire attention parce que si vous voyez des personnes dont les premiers outils sont la confrontation, Oui. c'est que là, ce n'est pas des défenseurs des droits humains spécialisés. D'accord. Et ça, c'est souvent de la faute des pouvoirs publics. Parce que quand la passerelle du dialogue est fermée, vous avez plus les défenseurs des droits humains spécialisés devant vous, mais vous avez une clameur publique. Vous avez ceux qu'on appelle les militants sociaux. Et c'est cela le phénomène des gilets jaunes, par exemple, à Paris. Et donc, le problème, il vaut mieux alors que de façon responsable. Quand les problèmes se posent, surtout de la confiscation des droits sociaux et économiques dans les pays, quand il y a un appel pour améliorer les politiques publiques, il faut que tout de suite le pouvoir mette la passerelle, le pont pour dialoguer. Sinon, en face, vous aurez des personnes qui ne sont pas formées pour revendiquer les droits humains. Elles vont se mettre elles-mêmes en danger en enfreignant beaucoup de principes et de lois, mais aussi elles vont faire les casses. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans un pays noble et berceau des libertés fondamentales comme la France. D'accord, donc pour éviter d'en arriver là, le plus important, c'est que chacun joue son rôle, que nous ayons forcément des défenseurs des droits humains qui respectent aussi tout ce principe sacro-saint qui caractérise cette organisation. C'est à l'État de reconnaître et de légitimer le rôle des défenseurs des droits humains et aussi de les protéger dans ce statut qu'ils ont. Les protéger, ce n'est pas leur faire la part belle, quoi que ce soit, mais quand ils arrivent à être inquiétés, que des enquêtes immédiates tout de suite soient diligentées pour décourager d'autres
disons, d'autres tentatives. Merci à vous, Fidèle Kekin. Donc, avec vous, on s'est intéressé aux droits de l'homme et on est allé justement au-delà du discours. Yasmine Damata, merci de coordonner le déroulement de cette émission. Je vous ai compris. Nous allons à la rédaction pour le journal avec Amandine Agnambosso. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ils sont plus vulnérables face au changement climatique. Ils sont rangés dans une catégorie dénommée genre les femmes, vieillards et les enfants payent le prix fort du réchauffement de la planète. Le Gari est en passe de devenir un label. Les acteurs qui interviennent à la production de ce produit viennent de créer une plateforme afin de miser sur sa qualité. Le bien-être des nouveau-nés au cœur du 8e congrès de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone. Les participants ont échangé et partagé leurs expériences. Les conclusions de la rencontre dans ce journal. Les changements climatiques constituent une double peine pour les femmes, les vieillards et les enfants. Cette catégorie de personnes à morbidité réduite est classée dans un groupe dénommé genre. Ils sont plus vulnérables face au changement climatique que les hommes. Loin d'être des victimes, ils doivent être considérés comme des acteurs de changement et impliqués dans les actions d'adaptation et d'atténuation. Que comprendre par le concept genre et changement climatique? Priska Djimondia, point focal genre et changement climatique au ministère du cadre de vie, explique. Les femmes, les hommes, les enfants, les personnes âgées qui sont regroupés dans le concept genre, parce que quand on parle souvent de genre, les gens font référence à la femme, mais ça inclut tous les groupes vulnérables avec qui on doit mener des actions pour arriver à bout des phénomènes des changements climatiques. Le niveau de vulnérabilité n'est pas le même pour tous les groupes vulnérables. Si je prends par exemple la femme, elle est doublement frappée par les changements climatiques. Elle subit les effets que les hommes subissent, mais également les moyens de subsistance de la femme est aussi impacté par les changements climatiques. En dehors même du fait des changements climatiques, la femme est le pilier du foyer. S'il y a des actions d'adaptation qui ne prennent pas en compte les besoins des femmes, parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins, c'est des besoins différenciés. Donc, quand on veut mener des actions pour s'adapter au changement climatique ou bien pour atténuer les effets des changements climatiques, les femmes sont sur tous les fronts. Donc, si on n'implique pas les femmes, si elles ne sont pas au niveau des prises de décision, je ne pense pas qu'on pourra arriver à vraiment mener des actions qui vont soit aller dans le sens de l'adaptation. La première proposition du Bénin, c'est d'abord le renforcement de capacités des femmes pour qu'elles arrivent à internaliser les changements climatiques, les questions en négociation sur les changements climatiques. La deuxième préoccupation, c'est comment mobiliser les ressources. Il faut voir avec les partenaires qui seront à la COP, dire que le Bénin, le niveau de vulnérabilité, les actions qui sont déjà menées, les acquis du Bénin dans cette thématique seront expliqués à la COP et pour mobiliser des ressources et pouvoir mener des actions sur le terrain. Faire du Gari un produit identitaire reconnu au Bénin, c'est l'objectif de la plateforme Gari. Elle réunit tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de production et veut miser sur la qualité pour faire du Gari un label. Igor Ayosso, Estelle Pazou. Ici, les femmes sont occupées. Elles épluchent le manioc pour le transformer en Gari. Étape après étape, le travail est manuel et même pénible. Pourtant, ces femmes réussissent. Mais il faut désormais voir grand.
La plateforme Gari Bénin est la réponse à cette préoccupation. Elle réunit ici producteurs, transformateurs et commerçants afin d'œuvrer pour la promotion des produits dérivés du manioc. Aujourd'hui, nous appuyons les entreprises, des femmes qui sont dans la transformation pour pouvoir accéder au marché tant au niveau national, régional et qu'à l'international. L'efficacité, la quantité et surtout la qualité, tous ces critères sont de mise pour conquérir le marché international. Et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, depuis plusieurs années, met tout en œuvre pour les conjuguer en acquis. Déjà depuis plus de 5 ans, avec le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, nous offrons des subventions pour aider à avoir des équipements respectant les normes et avoir aussi des unités de production qui respectent les exigences en matière de qualité pour le faire. Donc nous donnons de cette subvention, nous donnons des renforcements de capacité, nous les aidons aussi à tisser des relations avec les institutions de microcrédit pour avoir les fonds complémentaires pour que cela ne se repose pas sur juste des subventions, pour pouvoir étendre leurs activités, accroître leur business. Après avoir suivi avec attention les différentes communications sur les normes de sécurité sanitaire indispensables à toute entreprise qui vise le marché sous-régional et international, les producteurs de manioc, un des principaux acteurs de la réussite des objectifs de la plateforme, ont déduit eux-mêmes les défis qui sont désormais les leurs. Nous devons d'abord assurer la qualité de la production. Donc on doit produire la matière première de bonne qualité. Et le second défi, il faudra que ça soit en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire les transformatrices. Un troisième défi, ça doit être la disponibilité de cette matière première. Par la voix de leurs représentantes, les femmes transformatrices et commerçantes ont pris l'engagement d'aller par Monzévo porter l'information aux autres femmes avec un accent particulier sur les exigences pour une meilleure qualité. La plateforme Gari est une belle initiative et nous en sommes heureuses. Nos sœurs transformatrices, où qu'elles soient, auront un compte rendu fidèle, surtout en ce qui concerne l'entretien et la qualité du Gari. Un bureau composé de 3 membres, une présidente, un secrétaire et une trésorière a été mis en place, toujours dans le but d'agir et grandir ensemble au nom de la plateforme Gari. Soins à l'enfant africain dans la perspective des objectifs de développement durable, c'est le principal thème qui a gouverné les travaux du 8e congrès de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone et du 4e congrès de la Société béninoise de pédiatrie. Venus de plusieurs pays d'Afrique francophone et ce durant 4 jours, ces acteurs ont échangé et partagé leurs connaissances pour un mieux-être des nouveau-nés, des enfants et adolescents africains. Au thème des échanges, c'est la satisfaction selon les participants. Suivant un extrait du rapporteur des travaux, il est au micro de Enoch Rompati et Miché Elegbert. Lorsqu'on est dans la science, il faut échanger avec ses collègues et puis partager ses expériences. C'est ce que nous avons fait avec tous nos collègues des pédis qui ont en partage le français en Afrique au sud du Sahara. Et donc pendant ces 4 jours-là, chacun est venu avec ses expériences et nous avions échangé pour voir comment nous allons faire pour que les enfants africains ne meurent plus comme ils meurent maintenant. Quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser? Quelles sont les possibilités qui existent déjà, qu'on peut mettre en pratique? Et quelles sont les autres qu'on peut chercher à
aller acquérir pour que ces enfants-là ne meurent plus. Donc, la plupart, c'est des médecins, c'est des spécialistes qui travaillent chacun dans leur pays et qui sont venus échanger. Et donc, nous avons ce creuset-là entre Africains pour que, on ne soit pas seulement là à dire on va courir derrière les Blancs, ainsi de suite, alors qu'on peut s'échanger beaucoup de choses qu'on puisse faire. Nous avions également pris des résolutions que nous allons mettre en pratique chacun dans son milieu de travail pour que vraiment l'objectif soit un objectif atteint. Parce que sur le plan international, on demande aux pays moins avancés d'atteindre un certain nombre d'indicateurs, notamment la réduction du taux de mortalité infantile à moins de 25 pour 1000 d'ici 2030. Et pour les nouveaux-nés, à moins de 12 pour 1000 d'ici 2030. Donc il faut travailler, il faut qu'on mette les mains ensemble, il faut qu'on marche ensemble, il faut qu'on puisse trouver de nouvelles méthodes et puis ça va permettre à ce qu'on puisse travailler pour que cet objectif soit atteint. Le ministre de la Santé était venu ouvrir ce congrès et puis il a bien dit que le thème du congrès allait très bien dans le sens du programme d'action du gouvernement. Donc nous, on est des techniciens et nous sommes prêts à donner nos avis sur un certain nombre de démarches que l'orientation générale de ce pays nous propose. Ce congrès, ça se tient tous les 3 ans et ça va se tenir au Mali. Donc c'est le Mali qui a été désigné pour organiser ce congrès dans 3 ans. Actualité sur le continent, il faudra sortir quotidiennement 185 000 personnes de la faim pour atteindre la faim zéro en 2030. C'est ce qu'a indiqué le directeur général adjoint de la FAO en marge de la conférence « Accélérer la lutte contre la faim et la malnutrition ». Pour illustrer l'ampleur de la tâche, le responsable indique que les décideurs mondiaux auront besoin de faire sortir quotidiennement 185 000 personnes de la faim sur les 12 prochaines années. Pour sa part, le directeur général de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires considère que les pays paieront un lourd tribut si la mauvaise situation alimentaire mondiale n'est pas résolue d'une manière urgente. Pour donner un coup de fouet aux efforts actuels, les 2 experts appellent les gouvernements à mettre en œuvre des politiques publiques appuyées par des investissements et les nouvelles technologies. La Banque africaine de développement dévoile son nouveau plan d'action multisectoriel pour la nutrition 2018-2025. Elle a adopté le plan d'action multisectoriel afin d'orienter et de coordonner la mise en œuvre de la dimension de nutrition intégrée dans ces documents de stratégie, en particulier la stratégie Nourrir l'Afrique et la stratégie en matière de capital humain. Grâce à ce plan d'action et à la mise en place d'une infrastructure de la matière grise à l'échelle du continent, la banque va servir de catalyseur aux investissements axés sur la nutrition dans différents secteurs qui vont permettre une réduction de 40% du retard de croissance sur tout le continent d'ici 2025. En outre, le plan accorde la priorité aux groupes de population vulnérables, notamment les femmes enceintes, les mères allaitantes, les femmes en âge de procréer, les nourrissons et les jeunes enfants. Ainsi se referme ce 19h45. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Voilà, merci à vous, Amandina Agnambossour, pour ce journal si intéressant. Moi, j'ai surtout aimé le reportage sur le gari parce que vous le savez, dorénavant, dans nos familles, on a toujours un peu de gari à disposition. À présent, je vous invite pour le rappel de la météo.
Voilà, mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à faire un tour sur la toile pour la revue de l'actualité web. Les impacts du changement climatique n'ont jamais été aussi graves, déclare Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à la COP24. 2018 devrait être l'une des 4 années plus chaudes jamais enregistrées. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère sont à un niveau très élevé, un niveau qui ne cesse d'accroître. Elle affirme également que le dérèglement climatique frappe déjà des communautés sur toute la planète, ce qui rend le travail de la COP24 urgent. Selon le journal de l'environnement, les experts estiment que la COP24 a de bonnes chances d'accoucher de l'essentiel des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour Michel Colombier, directeur scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales, il n'est pas impossible que les négociations se poursuivent même après la COP. La COP24, qui a commencé le dimanche 2 décembre, prendra fin le vendredi 14 décembre 2018. La santé sexuelle reproductive, le secteur portuaire, les chaînes de valeur ajoutée porteuses et les entreprises agricoles bénéficient d'un appui budgétaire du Royaume de Belgique d'un montant de 60 millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs CFA. Cette convention signée par Marie-Odile Atanasso, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, et le vice-premier ministre belge Alexander Croo, porte sur l'économie et la santé pour la période 2019-2023. Selon le vice-premier ministre belge, il y a des points de convergence entre le programme d'action du gouvernement béninois et les priorités de développement de la Belgique. La ministre des Affaires intérieures par intérim affirme quant à elle que cette convention est spécifique parce qu'elle répond à une nouvelle approche de coopération axée sur des domaines d'intérêt précis. Une visite du port autonome de Cotonou et d'une usine de transformation de l'ananas à Alada a clôturé les activités. Abordons à présent un autre volet de l'actualité sur le web. On en parle de plus en plus depuis quelques jours, la restitution du patrimoine africain, notamment celui du Bénin. Les Béninois peuvent enfin se réjouir du retour très prochain de certaines de leurs œuvres d'art. Le président français Emmanuel Macron ne s'est pas dérobé face à l'ampleur inédite des recommandations de la commission Bénédicte Savoy et Felwine Sarr. Le dirigeant a en effet annoncé son intention de rendre dans les meilleurs délais 26 œuvres au Bénin. Une décision qui constitue une première et qui vient confirmer la fin de non-recevoir opposé en 2016 par l'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault au gouvernement béninois. Désormais, le regard du monde se tourne vers le Bénin pour suivre avec attention le traitement qui sera fait de ces œuvres. Le succès de l'expérience béninoise pourrait favoriser la poursuite harmonieuse du processus de restitution aux autres pays africains. Une alerte pour finir, 150 tonnes d'aliments pour bétail contaminés par une bactérie. 3 fabricants et 12 éleveurs seraient touchés. C'est le journal LCI de la France qui l'annonce. Selon le journal LCI, l'organe relevant du ministère de l'économie a expliqué que, dès le 2 octobre, les autorités belges avaient déclaré aux autorités françaises avoir détecté une bactérie résistante aux antibiotiques dans la vitamine B12. Cette vitamine, additif indispensable, est utilisée dans la nourriture pour le bétail. Elle est produite en Chine. Pour l'instant, des enquêtes sont en cours entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Économie. Objectif, retrouver les lots contaminés auprès des exploitations et des entreprises pour s'assurer de leur retrait du marché. Fin de cette actualité du web. Merci de l'avoir suivi. Le grand rendez-vous se poursuit avec Agnès Bello.
Eh oui, c'est nous qui sommes là sur ce plateau ce soir. Merci à vous, Machel Guetoro, pour le clin d'œil. Merci également à Cécile Roundé pour cette revue de l'actualité web. Nous sommes déjà à la fin de ce grand rendez-vous. J'aurais aimé rester un peu plus avec vous, mesdames et messieurs, mais je vous retrouve évidemment demain avec le même plaisir. Mais avant de conclure, vous le savez, l'instant citation à présent, c'est devenu une tradition entre vous et nous. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés aux défenseurs des droits humains. Alors, je voudrais vous proposer cette citation de Martin Luther King qui dit ceci: si vous ne pouvez pas voler, courez; si vous ne pouvez pas courir, marchez; et si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais quoi qu'il en soit, vous devez continuer à aller de l'avant. Si vous ne pouvez pas voler, courez; si vous ne pouvez pas courir, marchez; si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais quoi qu'il en soit, vous devez continuer d'avancer. Voilà donc les citations de Martin Luther King. Et sur ce, je vous dis bonne soirée chez vous. À demain.